Nous, maintenant, nous allons parler justement de la présidentielle. Et interroger avec vous, Patriarche Bikoro, les scores, Paul Biya, Issa Chiroma, Cabral Libi. On se demande avec beaucoup de circonspection à qui, par exemple, prenons le vainqueur de l'élection, Paul Biya, doit-il son score? Je crois qu'il faut d'abord jeter un regard sur le rétroviseur, sur la marche harmonieuse de la démocratie camerounaise depuis 1982. Et vous constaterez qu'au fur et à mesure que ça avance, il y a comme une certaine adhésion entre les politiques qui sont mises en place, qui sont des politiques transgénérationnelles, les politiques au niveau de l'international et au niveau national. On peut constater qu'au fur et à mesure que le temps avance, il y a une génération qui rentre en jeu. Et vous savez qu'à la dernière élection, on avait reproché au président national du RDPC, candidat à l'élection présidentielle en 2018, de n'avoir pas su se mouler dans cet environnement de la jeunesse pour essayer de parler aux jeunes le langage des jeunes et peut-être mettre à sa disposition des jeunes pour que ce langage soit plus fluide, plus lisible. On peut donc estimer que dans cette mouvance d'adhésion à la démocratie camerounaise qui appelle d'autres consultants, d'autres personnes qui veulent rentrer dans le jeu de la gouvernance politique, si en 2011-2018 ils étaient moins nombreux, c'était peut-être moins complexe, on ne peut pas dire qu'en 2025 ce n'était pas si difficile. Et pouvoir s'en sortir dans ce landerneau-là, on peut quand même se dire que M. Biya a beaucoup profité de la capacité de sa jeunesse à se mouler dans cette démocratie qu'il a mis en place. Alors, Patriarche, on va faire l'exercice contraire, puisque vous avez constaté avec nous que justement, justement, le président a fait un score qu'il n'avait jamais fait. On parle de 53%. On peut aussi demander à qui est-ce que le président doit ces 53% qui sont un de ses plus mauvais scores, il faut le dire aussi. Bon, vous savez qu'en démocratie électorale, la valeur absolue est plus importante que la valeur relative. Vous constaterez que le nombre de voix qui sont allées à M. Paul Biya sont aussi légèrement en hausse par rapport à certaines élections que nous avons connues dans notre pays. Parce qu'en 1992, M. Biya n'avait pas 53%. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a avancé. Maintenant, ce que nous voulons interroger, c'est pourquoi les 53%? Les 53%, parce que le nombre de personnes qui viennent cueillir les mangues à 6 h du matin pour aller les vendre a augmenté. M. Biya était peut-être seul en son temps, peut-être quand il avait les 91-92%. Donc aujourd'hui, ayant suscité un engouement populaire pour la chose politique, on peut certainement se dire que c'est le fait, dans cette mouvance, où tout le monde sait déjà comment est-ce qu'on fait la politique, qu'un vieillard de sa trempe ait pu s'en sortir. Ça veut dire qu'il gagne par le fait qu'il a fait la démocratie en partage. Donc en valeur relative. Est-ce que ce n'est pas aussi, hormis le fait de gagner, d'être président, mais lorsque le score et le pourcentage diminuent, est-ce que ce n'est pas aussi une remise en question de sa vision et de son orientation politique? Non, je vous disais tantôt que si vous avez 2 enfants en 1982, un seul kilo de riz suffit pour qu'ils vivent pendant 3 semaines. Dès que vous en avez 12 ou 15, le seul kilo de riz ne vit plus. Et vous trouvez que ceux qui ont 5 ans à ce moment-là ne peuvent pas avoir les mêmes désirata que ceux qui ont 35 ans. Il peut donc arriver que ceux qui ont 35 ans décident eux-mêmes d'aller chercher leur propre sac de riz. Si vous leur avez permis d'avoir les moyens holistiques, c'est-à-dire avoir été à l'école, avoir été formé, et certainement de trouver un travail et une femme, on ne peut donc pas se dire qu'au moment où on partage le sac de riz pendant la fête, et l'élection est une fête contrairement à ce que les autres pensent, on ne peut plus avoir chacun un bol de riz comme on l'avait en 1982. Donc si chacun rentre satisfait, on ne peut pas se dire que le père a échoué. Mais maintenant, en valeur absolue, il faut quand même se dire qu'à l'intérieur de la case, là je ne parle plus de la maison, à l'intérieur de la concession, il peut y avoir des petits frères qui ont grandi, qui ont travaillé avec vous, et qui au moment du prochain partage se disent que non. À l'époque, quand j'étais dans le partage de ceux qui ne sont pas dans la course, je risque d'avoir petit, je décide moi-même de rentrer dans la course. Et dans ce sens-là, vraiment de façon prosaïque, on ne peut pas dire que quelqu'un a gagné l'élection grâce à l'autre. Mais si on constate que le nombre de personnes intéressées par le travail de la gestion collective de notre pays a augmenté, on peut se dire que M. Biya, par rapport à ce qu'il y a dit à Monte Carlo, qui voudrait qu'on laisse de lui, qu'on garde de lui l'image d'un homme qui a apporté à son pays la démocratie, et nous confondons la démocratie avec la démocratie électorale, et il a dit quoi, progrès ou bien... Le progrès. Voilà.
Donc au moins pour la prospérité. Oui. Au moins pour la démocratie électorale, M. Biya dort tranquille. Parce qu'au moment où nous sommes en 2025, il a eu plus de postulats, plus de gens qui s'y intéressent et peut-être même moins de casse. Ça veut dire que les gens sont un peu moins de casse qu'en 92. Vous n'étiez pas encore né. C'est dommage. J'étais né, patriarche. Non, quand je dis né, ça veut dire que vous n'aviez pas la possibilité de comprendre. Là, on peut se comprendre. Je crois qu'en 2025, oui, l'élection s'est, à mon humble avis, très bien passée par rapport à 1992. Merci. Donc, par rapport à celui qui avait l'objectif d'arroser la démocratie camerounaise afin qu'elle donne des fruits, on ne peut pas se dire qu'il a échoué. Mais maintenant, prosaïquement, je sais que vous aimez les chiffres. Les gens vont vous dire que non, il avait 92% et maintenant il a 53%. Mais si on définit la démocratie électoraliste, vous voyez que je n'ai plus dit électorale, oui, comme celle qui consiste que dès que vous avez 50 plus 1, vous avez ce qu'on appelle la majorité. En revanche, vous devez plutôt vous interroger que maintenant, est-ce que la démocratie camerounaise est consciente du fait que dans cette logique générationnelle, on ne doit plus se comporter comme on le faisait il y a de cela 40 ou 50 ans. Merci, patriarche Bikoro. Alors, Norbert Olivier Boudé, autre acteur, autre résultat. On parle là d'Issa Chiroma Bakary, qui justement, en moins de 3 mois, sera parvenu à rabattre les cartes et à imposer son jeu que personne n'attendait. On parle de 35%. C'est un score inédit pour ceux qui sont attentifs au déroulé et au parcours de l'opposition au Cameroun. Comment est-ce que vous observez, interprétez ce score et qui peuvent être justement lesquels peuvent être les ingrédients de ce score d'Issa Chiroma Bakary lorsque l'on sait que 4 mois encore auparavant, il était encore dans le gouvernement et un affidé du président Biya. Restons dans la concession, puisque le patriarche nous a donné l'image de rester dans la concession. Il y a le papa qui décidait de partager tout hier. Au comité d'État parle soit la viande. Oui. Et aujourd'hui, il y a un aîné qui a décidé lui aussi de sortir du partage de papa et lui-même d'être parmi ceux qui partagent. Donc je continue dans cette image pour dire que Chiroma Bakary a été un peu le chanceux de cette élection présidentielle parce que il arrive dans un contexte où tout le monde crie haro sur le mal-être, la malgouvernance, le partage du gâteau national qui n'appartient qu'à une frange de la population, si je veux plutôt mon regard. Et là, les gens, il a un discours qui intervient bien avant sa candidature. Il vaut mieux un bon diable. et justement, tout le monde s'est dit, voilà le bon diable, suivons-le. Et ce qu'on ne dit pas toujours. Il y a aussi des consignes de vote qui ont été données de manière tacite. Oui. C'est vrai. Ce que nous déplorons aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a été recalé, qui était un peu le tireur de pénalty, qui devait donner les consignes de vote de manière officielle, mais qui ne l'a pas fait. Mais au lendemain de la proclamation des résultats, les événements qui s'en sont suivis donnent le net sentiment que cette consigne de vote était plus forte. Et allait au-delà des aspirations qui dépassaient le pourcentage obtenu par Chiroma 37,19%. Donc il a eu ce coup de chat. Et comme c'est un bon arrangeur de foule. Un bon tribun. Oui, donc il est venu avec un discours comme quoi il reconnaît les torts. Puisque les gens lui opposaient, tu étais ministre de la communication, tu as tenu tel discours, tu étais ministre de l'emploi, tu as tenu tel discours. Il disait non, en fait, il semblait l'être de nouveau. On sommes arrivés au point de nous demander s'il était entré dans une église de réveil, puisque il disait que non, vraiment, ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi que vous avez connu hier. Je suis né de nouveau. Je suis le candidat des jeunes. Mais avec les événements de ces derniers jours, on a le sentiment que ce discours qu'il a tenu a berné plus d'une personne. Alors, Norbert Olivier, est-ce que lorsque vous, en tant qu'observateur attentif de la strate politique au Cameroun, vous observez le déploiement de ces candidats-là, est-ce que vous pensez que son score est plutôt dû, ou alors est plutôt un vote sanction contre le président Biya, ou alors son score est la résultante justement d'un programme construit et qui a trouvé une offre en servant sur les frustrations des Camerounais?
Non, je ne peux pas parler de vote sanction parce que s'il avait, si c'était un véritable vote sanction, il devait être déclaré vainqueur. Oui. Puisque son challenger est déclaré vainqueur avec 53,66%. Donc il a profité du contexte et de ces accords tacites. Et je tiens à le rappeler parce que j'ai indiqué encore sur notre plateau cette semaine que depuis la proclamation des résultats, depuis la prestation de serment, on ne remarque pratiquement plus un seul militant du FSLC au devant de la scène. On voit plutôt d'autres militants d'un parti allié où les consignes tacites de vote ont été données. Oui. Donc pour dire que il y a ce mea culpa qu'il a fait en public, il y a le mal-être, il y a eu ce soutien tacite qui n'ont pas été donnés de manière formelle, puisque vous savez qu'il y a eu un débat sur les deux candidats de la Bénoué. Et on estimait que l'autre de l'UNDP avait plus d'expérience dans la gestion des affaires de l'État, ainsi de suite. Et c'est par médias interposés que chacun se réclamait leader de la coalition. Et comme l'autre est un rangueur de foule, et c'est quelqu'un qui connaît la prêtrise du champ politique, il a tenu un discours qui a épousé un certain consensus. Et il y a eu ces accords tacites et le mal-être peut-être d'une frange de la population camerounaise qui ont porté son score. Je rappelle que c'est un score record puisque Founji en 92 n'a pas obtenu le même score. Merci Norbert, Olivier et Baudet. Je prends l'avis sur le plateau de Jacques-Léonce Awono avec un autre regard sur un autre candidat. On parle là de l'honorable Cabral Libi, justement le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Lui n'a pas justement fait un saut en avant, un bon qualitatif. Il a plutôt régressé. On évoque le chiffre, ou alors le score de 3%. Vous me corrigerez si... 3,41. 3,41, merci pour la précision. Alors, on a vu un candidat, Cabral Libi, en 2018, qui créait la surprise, qui battait certains ténors de l'espace politique. 2025, peut-être, les acteurs attendaient la confirmation de cet enthousiasme jeune au travers de sa candidature. Mais on a plutôt eu l'impression que le candidat Cabral ne sera pas parvenu justement à conserver en sa position cette dynamique jeune qui l'accompagnait en 2018. Première analyse, première lecture. Oui, Stéphane, le score du candidat Cabral était évident. Vous savez, à un certain moment, Cabral a été englué dans le brutalisme politique du régime de Paul Biya. Parce que Cabral a fait face à M. Atangandji qui lui avait rappelé en pleine conférence de presse que lorsque vous êtes nounou, vous ne pouvez pas revendiquer la paternité d'un bébé qui ne vous appartient pas. Il parlait là donc de son parti politique, le PCN. Oui. Et vous savez tout ce qu'il y a eu autour de cette affaire. Même juridiquement, ça n'a pas été facile. Ils sont allés jusqu'à... Donc Cabral est juste... Même à cette présidentielle, Cabral est presque un miraculé parce qu'il ne se voyait pas jusqu'aux dernières minutes. On disait que c'était M. Kona, le président du PCN. Oui. Il a vraiment bataillé judiciairement et même parfois, au-delà de la justice, il a bataillé pour qu'il soit enfin retenu comme candidat du PCN à cette élection. Donc je crois que, commençant par là, on peut comprendre qu'il a pu être en régression sur le score final. Oui. Mais aussi, l'état actuel du Cameroun, Stéphane, le peuple camerounais a soif d'un messie. Parce que lorsqu'on est dans un... Messie, oui. Il y en a eu en 2018, il y a eu des tireurs de penalty, il y a eu des messie. Non, ça c'était des slogans creux. Mais cette fois, ça a été acté par des scores. Oui. Parce que lorsque M. Thurom a démissionné 4 mois avant l'élection, personne ne le voyait avoir ce score. C'est parce que il a profité d'un vide laissé par un monsieur, et justement, qui s'appelait tireur de penalty en 2018, qui a un capital sympathique du peuple camerounais. Il a quand même eu 14% en 2018. Donc, c'est encore honorable, 14%. Donc, je crois que M. Thurom est venu bénéficier de ce capital sympathique de ce monsieur-là. Mais Jacques-Léonce, de 14 à 35, il y a quand même un gap qu'il faut reconnaître. C'est justement pour dire que de 2018 à 2025, M. Biya et ses amis ont encore davantage fait souffrir les Camerounais. Ce qui a donc augmenté le capital sympathique
des tireurs de penalty, des gens qui ont un souffle du changement. Donc, je me dis que le peuple camerounais a soif du changement. Parce que je l'ai toujours dit, lorsqu'on est dans un pays où très peu... Le peuple a reconduit le président Paul Biya, vous dites qu'il a soif de changement. Oui, mais sauf que le score du président Paul Biya est un vote sanction. Vraiment, c'est une régression, c'est même une déconvenue du RDPC. Parce que lorsqu'on prend en 2011 78%, en 2018 71%, et là on tombe directement à 53%, je crois que c'est une déconvenue. Ça, il faut le reconnaître. Et ça, c'est parce que justement, le peuple camerounais ne croit plus en la gouvernance de M. Biya. Et donc, il est en train de vainement chercher un sauveur. Vous pensez qu'il y a eu un électorat, ou alors une frange de l'électorat du président Paul Biya qui a suivi le bon diable? Effectivement. Si le RDPC fait savoir que dans leur fichier, ils ont 6 millions d'inscrits, et que M. Biya a été élu par près de 2,5 millions, je crois, 2,5 millions, c'est quand même... 2,4 millions par an. Donc tout démontre qu'il y a même certains RDPC qui ont voté contre le RDPC. Il y a eu beaucoup d'abstention aussi. Oui, mais il y a aussi certains RDPC qui ont voté contre le RDPC. Si on prend leurs chiffres, par rapport à leur fichier, donc je crois que Cabral est dans une nette régression par rapport à ce brutalisme administratif que j'ai dit, et aussi parce que le discours de Cabral davantage n'est plus convaincant. Parce que... que reprochez-vous? Il est trop clean, il est trop soft, il est trop républicain, il n'est pas assez offensif. Qu'est-ce que vous reprochez à Cabral qui semblait pourtant recueillir la ferveur et les faveurs des jeunes en 2018? En 2018, M. Cabral n'était pas encore un élu du peuple. En 2025, il est un élu du peuple. Je me dis donc, de ma petite connaissance, que le peuple qu'il a élu en 2020 l'a certainement jugé. Et a jugé son travail parlementaire durant les 5 dernières années. Parce que de 2020 à 2020, ça fait 5 ans. Logiquement, l'élection législative devrait passer avant l'élection présidentielle. N'y étaient les calculs politiciens de M. Biya et ses amis. Donc en réalité, le peuple qui a élu Cabral, qui en 2018 n'était pas l'élu du peuple, l'a certainement jugé par rapport à cette élection. Il y a aussi le tout sauf Cabral, hein, n'oublions pas ça. Bon, qui a fait recette sur Internet. Ça aussi, oui, ça aussi. Le tout sauf Cabral venant du tireur de penalty. Donc, ça aussi, on peut comprendre. Donc, pourquoi le score de M. Chiroma a été un score honorable. Qu'il a atteint 35%, c'est encore honorable. Je crois que la différence, c'est qu'en 2018, Cabral n'était pas l'élu du peuple. En 2025, on a jugé, j'estime, que le peuple qu'il a élu en 2020 a essayé de le juger à l'élection présidentielle. Attendons les législatives et municipales pour comprendre davantage. On en parle dans un instant, Jacques Léon, rassurez-vous. Alors, Timothée Somba, journaliste, j'aime bien dire mérite, malgré le terme que vous refutez. Alors, journaliste attentif, vous avez certainement pu constater qu'ici et là, les scores ont ici créé l'adhésion, ici amené à réflexion, et là-bas créé la surprise. Vous avez 3 acteurs, on parle du président Paul Biya, 53%, on parle de Issa Chiroma Bakary, arrivé second avec 35%, on parle de l'honorable Cabral Libi, 3%, ce qui est assez timide pour quelqu'un qui avait la ferveur des jeunes il y a quelque temps encore. Peut-on penser, lorsque l'on observe ce score, que personne n'attendait, que justement le peuple s'est senti plus éveillé, plus interpellé et qu'il a fait un choix à sanctionner là où il devait sanctionner et à donner sa faveur là où il estimait être compris? Le peuple a sanctionné qui? Le peuple n'a sanctionné personne. Cabral est parti de 6-3? Oui, il est parti de 6-3 à cause de ses impairs. Vous me permettez comme ça de commencer. Allez-y, vous avez la parole. Cabral a bâti sa politique sur l'agisme, en surfant sur la fibre juvénile. Le candidat jeune. Ceci a ému en 2018 avec l'effet contagion de l'effet Macron. Certains avaient commencé à l'appeler le Macron camerounais. Mais il est difficile de porter un tel patrimoine parce qu'on sait ce qui se passe en France avec Macron. Maintenant, Cabral arrive donc en 2025, n'étant plus un opposant, je peux dire un opposant hors du système. Il était déjà un opposant in système parce qu'étant député,
on ne le jugeait plus sur sa capacité à haranguer les foules. Non seulement il était député, mais il était leader d'un parti politique. Et les multiples déconvenus de son parti politique, les mismanagement de son parti politique qui ont entraîné certaines démissions, ont fortement érodé et même étiolé son capital politique au niveau de la Côte d'Amour, qui a littéralement diminué. Maintenant, ses propres frasques, je n'ai plus faim, il va bloquer l'intervention du Premier ministre à l'Assemblée nationale, ne l'ont pas aidé. C'est l'Assemblée nationale qu'on vote ou bien c'est le peuple souverain? Non. Le comportement en politique est très important. Cabral s'est comporté à l'Assemblée nationale à Mondovision comme un délinquant. Je suis sûr que n'eût été... C'est pas un peu fort. C'est pas un peu fort. J'ai été doux. C'est à l'Assemblée qu'on montre un certain enthousiasme lorsqu'il faut défendre véritablement ses idées et ses programmes. Cabral, c'est là où Cabral avait lancé la chaussure. C'est là où Cabral lui a choisi de confisquer les micros et de se comporter exactement comme les enfants de l'avenue Kennedy. Ici, je suis chez moi. Parlez encore. Maintenant, je suis chez moi. Ce cabal parlementaire qui s'adresse à l'exécutif. L'élégance est un grand outil de charme. Oui. Surtout lorsque vous voulez séduire les anciens qui votent le plus. Et c'est l'erreur de Cabral. C'est pour ça que je vous ai parlé du mauvais usage de l'agisme. Lorsque vous étudiez la sociologie électorale au Cameroun, vous voyez que les électeurs les plus fidèles, ce sont les anciens. On ne séduit pas les anciens en dénotant le mépris en public. Ça ne se fait pas. Et on ne séduit pas la jeunesse pour qui on est censé être un modèle, en pratiquant de la délinquance en Mondovision. Parce que ce qu'il a fait, c'était un acte de délinquance, qui est même interdit par le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et la suite de son score le révèle aujourd'hui. Le capital sympathie de Cabral est en chute libre, aussi bien chez les femmes, chez les jeunes, que chez les seniors. Le mot Cabral n'est plus bancable, comme les Anglo disent bankable. Donc je peux tourner la page Cabral. Vous avez évoqué le deuxième candidat, le plus grand bénéficiaire de cette élection, et lui-même ne s'est pas rendu compte de sa percée, Issa Chiroma Bakary, qui, au-delà du volet métaphysique, qu'il faut toujours intégrer lors des joutes électorales. Oui. Parce que quelqu'un ne peut pas venir vous dire qu'il est le diable et vous votez pour lui. Parce qu'il n'y a pas de bon diable. Le diable est ontologiquement négatif. Mauvais. Donc, quand quelqu'un vous dit qu'il est le diable et réussit à avoir du vote, vous comprenez que derrière la formule, il y avait un magnétisme invisible qui opérait. Est-ce que là, nous ne sommes pas dans les nuées d'Aristophane avec des concepts assez brumeux qui ne parlent pas au Camerounais? Peut-être Issa Chiroma a cherché sur les prétendues frustrations qu'évoque M. Jacques-Léon Saoya. Est-ce que vous savez qu'au Mali, il y a l'université de sorcellerie au monde? C'est vrai. Toute une université pour la sorcellerie où les gens soutiennent des thèses de doctorat. Alors, Même au Bénin. Donc, ne négligez pas. Quand vous dites que tel a de l'aura, l'aura c'est quoi? Le magnétisme. C'est du magnétisme et ça joue en politique. On manipule ces outils en politique. Et lui-même a dit qu'il avait la magie. À Garoua, il a dit. Il ne faut pas négliger ces aspects. Pourquoi il n'a pas dit j'ai de l'aura? On lui a posé la question de savoir qu'est-ce qui justifie cet attrait autour de votre personne, ce magnétisme. Avez-vous de la magie? Il a dit oui, j'ai de la magie. Il ne plaisantait pas. Donc, je ne peux pas dire qu'il a surfé sur quelconque frustration. Regardez la cartographie des zones où il gagne. Douala, une zone frondeuse. Ses bastions, Garoua, un peu Adamawa, une partie de l'extrême nord, et l'ouest, anciennement MSC, qui a fidèlement, une partie de l'ouest, qui a fidèlement suivi le mot d'ordre, au départ tacite, la consigne de vote, mais qui est devenu officiel avec la sortie de Mamadou Mota, président par intérim du MRC. Maintenant, Chiroma, à mon sens, a plus croqué les voix
de l'opposition que celle du RDPC. Pourquoi? C'est un ancien allié du RDPC. C'est avec ses alliés que le RDPC atteignait les 78%. Maintenant que le RDPC est allé sans alliés de poids, Oui. nous comptons que sur les G20, qui ont plus un impact, que je peux qualifier de nominal, mais vraiment, pour tout le respect que j'ai pour eux, ce n'est pas nominal au sens strict. Parce que derrière eux, il y a des associations qui les accompagnent. Chaque membre du G, devenu G48 ou G50 était susceptible d'apporter même 500 voix. Oui. Ce n'est pas négligeable. Parce que dans un scrutin présidentiel, chaque voix compte. Donc, pour moi, le score de 53% sans les alliés de poids est un score honorable pour le président Paul Biya. Mais le grand mais, c'est que c'est un score très indicateur je ne sais pas si l'expression existe, émoussement, je vais dire ça comme ça, en mettant entre guillemets, ça peut être un néologisme de circonstance, parce que je vais vérifier après, une sorte de fragilité, de fébrilité construite du RDPC, minée par ses problèmes internes. Alors, c'est plus un vote contre l'appareil du RDPC que contre le président Paul Biya lui-même? Nous avons vécu les campagnes. Oui. Lorsqu'on a dépassé 35 ans, comme je le disais, c'est qu'on a vécu minimalement 3 bonnes campagnes. Est-ce que pendant la campagne, vous avez senti l'émulation d'antan? C'est comme si le RDPC lui-même avait peur d'aller vers les gens dans certaines localités. L'émulation n'y était pas. Ils étaient hyper timorés. Et on a assisté à des scènes qu'on ne voyait pas avant, des scènes où on veut bastonner les gens du RDPC qui veulent faire campagne. J'ajoute que nous sommes en campagne. C'est marginal. Nous sommes en campagne pour les régionales, mais vous-même, vous voyez l'état de la ville. On a l'impression c'est des figures qu'on n'est même pas en campagne. C'est des figures marginales. Un brin caricatural. Mais leur nouvelle arrivée dans le microcosme politique interpelle. On a même vu le meeting du président de la République, du président candidat à Maroua. Il n'a pas fait foule comme le meeting de 2018. Les images sont là. La ferveur n'était pas la même. Oui. On a vu des scènes telles que la manipulation des enfants qui sortent dans la rue pour chanter la chanson qui était à la mode à cette époque-là. Je me refuse d'être que l'écho de cette chanson. Bref, c'est autant de choses qui montrent que le parti dominant aujourd'hui n'a pas tout perdu. Mais c'est une invite au parti dominant à se réinventer. Parce que leur logiciel de séduction s'est effrité. Merci Timothée Somba. Le temps pour nous de dire bonsoir et bienvenue à Faustin Etouké qui nous a rejoint. Il est universitaire. Bonsoir Faustin. Bonsoir Info TV, tous les panélistes. Stéphane Barga. Vous n'aimez pas beaucoup mon statut d'épistémologue, je ne sais pas pourquoi. J'ai souvent tendance à l'oublier. Bonsoir, monsieur l'épistémologue. Vous arrivez au moment où nous abordons justement cette problématique liée au score des candidats. Tout de suite, je vous mets dans le bain avec... Émoussement existe. Merci Timothée pour l'émoussement. Avec votre science, vous pouvez avoir une lecture sur ces scores, révélateurs pour les uns, flatteurs pour certains, mais surtout alarmant et inquiétant pour les autres. Comment est-ce que vous expliquez justement cette rétrogradation, si le terme peut m'être conféré, attribué, de Cabral Libi, cette mise en avant d'Issa Tchiroma Bakary et surtout ce léger recul du candidat Biya qui nous avait habitués à mieux en termes de score? Bon, Stéphane, c'est vous qui avez choisi les noms. Je vais donc vous suivre. Vous avez commencé par un certain Cabral. Ensuite... Issa Tchiroma Bakary. Non, vous avez parlé de Biya. Oui. Si vous voulez vous ajouter Tchiroma. Non, pas si je veux, c'est le thème. Bien. Pour ce qui s'agit du candidat Cabral, les jeunes qui l'ont voté en 2018, 7 ans plus tard, ils ne sont plus si jeunes. 7 ans, c'est pas petit, hein? La personne qui avait l'âge du vote en 2018, 7 ans plus tard,
Je crois que la majorité électorale au Cameroun, c'est 20 ans, si je ne me trompe pas. Donc là, vous avez des gens qui avaient 20 ans. Vous êtes adolescent, à 27 ans, l'adolescence est déjà très loin derrière. Vous commencez à toucher des réalités et vous voyez mieux. Oui. Bien, nous qui sommes de très vieux acteurs universitaires, qui connaissons le personnage Cabral, très avant 2018, on avait déjà dit qui il était. Mais vous savez, nous sommes dans un pays où dès que vous critiquez un peu, on dit vous êtes aigri, vous êtes ici, vous êtes ici, ça. Bon, aujourd'hui, plus le temps passe, plus les gens voient ce que nous on voit depuis 20 ans. Et vous voyez quoi? Je ne crains pas la diffamation, c'est vrai. Je ne crains pas non plus les adjectifs, c'est vrai. Mais un individu qui se brouille constamment avec les gens qui lui donnent des fenêtres d'opportunité. C'est ce que vous voyez le Cabral Libi, l'honorable? Bon, ce ne sont pas mes lunettes qui le voient. Si vous voulez, je vous parle des structures qui l'ont porté et avec lesquelles il a fini par se mettre en porte-à-faux. Oui. Peut-être ce sont les gens qui l'accompagnent qui sont mauvais. D'ailleurs, ne le dit-on pas du président Biya. Le Papinou, là, il doit être un petit saint. Et puis son entourage, là, ils sont des petits diables. Donc, si vous voulez, le Cabral, il est comme ça. C'est-à-dire, il est fondamentalement bon. C'est un monsieur qui veut vraiment que les choses changent. Mais il a toujours eu la malchance d'être accompagné par des gens qui sont des petits diables, puisqu'il se brouille avec tous ses anciens copains. Oui. Donc, pour le sociologue que je suis, il est devenu politologue, l'épistémologue maintenant. J'ai du mal à penser que, passé un certain âge, un individu peut fondamentalement changer son mindset. Le tout que je suis là, je le suis depuis au moins 30 ans. Il est difficile que je change. La manière dont je gère les idées, la manière dont je gère les individus, la manière dont je gère les associations, c'est difficile que ça change. Et ce n'est pas seulement propre à moi. C'est-à-dire, même quand on est opportuniste, on garde une certaine fréquence dans l'opportunisme en question. Or, le monsieur dont vous parlez, vous voulez que je parle Cabral, oui. Il ne brille pas beaucoup par une certaine, comment dire, fidélité à des convictions. Ou à des... Je me rappelle qu'en 2020, quand il vient d'être élu, un certain Père Lado, que je n'apprécie pas spécialement, lui a fait une lettre ouverte que mais, il faut incarner un peu la rupture. Là, vous venez d'être élu, toi et tes collègues, on veut vous donner 40 ou 50 millions pour acheter des VX. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Oui. Là, non, refusez ça officiellement. Demandez à si c'est une notation. C'était une suggestion. Oh. C'était une proposition. Comme pour dire, arriver, commencer à faire les choses différemment. S'il y a de l'argent, ça peut être orienté ailleurs et tout, etc. J'aurais été à sa place, moi je l'aurais fait, on n'aurait même pas besoin de me le dire. Parce que quand on veut incarner la rupture... on refuse le VX. On pose des actes qui montrent qu'on est venu faire différemment. Si vous vous inscrivez dans un prolongement par continuité, étant venu comme une idée de rupture, mais vous voulez quoi? Après 3-4 ans, les gens vont voir que mais vous vous êtes inscrit dans le train dominant de ce qui a toujours été fait. Ce qui justifie son corps. Perdrait donc, comment dire, les suffrages ou les faveurs de ceux qui aspiraient tellement. Parce qu'en 2018, qu'est-ce qu'on attend d'un jeune? Mais de faire différemment des vieillards. Et il ne l'a pas fait selon vous? Oh, selon moi, il est comme il est depuis 2004, ça fait 20 ans. Candidat Issa Tiroma Bakari, allons-y rapidement, Faustin Touquet. S'agissant du candidat Issa Tiroma Bakari, pour lequel je n'ai spécialement rien, je veux dire, son parti, je le connaissais un peu à travers son secrétaire général, une certaine Madame Soga, oui. Avec laquelle je ne suis pas spécialement en bon terme, parce que c'est... Finalement, vous avez problème avec tout le monde. Oh, je suis un être qui veut que les choses changent. Les Camerounais veulent le remplacement. Ils peuvent dire changement sans trop savoir ce que ça veut dire. Les Camerounais veulent le remplacement. C'est-à-dire on garde les mêmes structures et puis on change des individus pour bouger. Le scénario final sera le même. Nous, on est pour le changement. Donc,
Et je sais que la plupart des gens, je suis un peu dans la position, si vous voulez, d'un prophète antique. Il sait qu'il va dire un discours, si ça il va se faire lapider. Oh, moi j'aime le héros, j'aime mes enfants, j'aime les femmes, donc je ne vais pas me faire lapider pour les Camerounais. Mais je vais quand même dire des choses, même si ça va heurter, à un moment on va dire que bon, il est comme ça, on va le laisser. Mais je ne vais pas pousser le bouchon. Donc, pour parler donc de M. Tiroma, ses intentions, à mes yeux, sont devenues très claires. Je crois qu'on était le 8 ou le 9 août, c'est-à-dire à peine peut-être 3 mois là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a limogé son secrétaire général, qui lui a été fidèle depuis très longtemps, pour faute lourde. Mes yeux ont cherché les fautes lourdes, je n'ai pas trouvé. Mon cerveau a cherché la faute lourde, je n'ai pas trouvé. Je suis allé trouver la faute lourde là, au village. Alors j'ai compris, mais si M. Tiroma est capable, pour des ambitions présidentielles, de se livrer à ce genre de calcul, sans même savoir qu'on va l'entuber devant, il n'aura jamais mon suffrage. Mais est-ce que vous m'avez entendu gueuler sur les plateaux? Je l'ai dit à quelqu'un, non, on savait que le score... Bon, maintenant que les résultats sont là, on peut le dire clairement. Donc, le fait d'avoir jeté aux orties son secrétaire général à quelques semaines de l'élection présidentielle, justement, parce que les gens avec qui il s'est accoquiné, lui ont dit débarrasse-toi de cette femme parce que le discours qu'elle tient n'est pas bon pour nous. Lui, il a accepté. Or, il se trouve que le discours que la dame tenait est un discours qui concerne un peu la communauté d'ordre ethnique, n'est-ce pas, dont je suis originaire. Et dont la dame, c'est une dame qui est bassave. On ne va pas faire le débat sur la dame. On reste sur les grands éléments. Bon. Tiroma a renversé ou alors se débarrasser de sa... Tiroma, il sera allé aux élections sans son deal avec ses amis de la dernière heure là. Je ne pense pas qu'il aurait fait plus que le score du monsieur dont on a parlé tout à l'heure en 2018. Oui. Donc s'il a fait cette relative percée, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont associés à lui. Voilà ce qui explique son score. Vous auriez dit FSN, d'abord, c'est encore lourd à prononcer, RDPC. FSNC. Alors sur le champion, Paul Biya, bon. 53% inédit au vu des scores précédents qui l'amenaient soit encaracolé à 70-75. Le RDPC a d'abord la chance, même si ce n'est pas une chance, d'être partout présent et présent partout. Le score de 53%, moi je m'attendais à quelque chose compris entre 50 et 45. Oui. C'est-à-dire, je ne vois plus le RDPC tout rafler comme cela se voyait et se faisait avant. Donc le score 53%, il me semble plus qu'honorable, n'est-ce pas, au vu de la conjoncture actuelle, de la frustration actuelle et des Camerounais qui attendent. Ils pensent changement, mais au fond, ils raisonnent en termes de remplacement. Merci. Donc, le score du président Biya, il est, à mon sens, plus élevé que ce que j'avais entrevu dans mes prospectives. Mais je l'avais vu gagnant. Merci. Merci, Faustin. Et si j'ai encore peut-être 30 secondes, dans mon bureau de vote, du côté de Fougerolles où j'habite, j'avoue que j'ai assisté jusqu'au dépouillement. RDPC, FSNC, je crois. C'est comme s'il n'y avait que ces deux-là. On a prononcé, je crois, Cabral 2 fois. Et le RDPC était arrivé en tête, je crois, dans mon bureau de vote de 5 ou 6 votes. C'était pas beaucoup. Les autres, c'était 0. Merci. Là, j'avais déjà été très surpris. Vous avez vu le président Paul Biya gagnant, il a été gagnant, vous avez été visionnaire. Non, Patriarche Bikoro, on est en train de... Non, pas visionnaire, je suis un homme de science. La science, ça étudie des données, ça cherche des régularités, donc ça fait des... On peut appeler ça prospective, mais il y a des tendances lourdes qui se dessinent. Merci, Faustin Touquet. On est aujourd'hui donc dans l'après. On ne va pas dire service après-vente, mais
on est justement dans ce moment-là où les uns les autres, en fonction de leur poids dans cette victoire ou de leur malheur dans la défaite, cherchent récompense. Alors, est-ce que le président doit récompenser ceux qui l'ont fait gagner? Je parle là des régions du sud, du centre, de l'est. Certaines régions, le Mungo, le nord-ouest, je crois il a gagné là-bas aussi. Le sud-ouest. Le sud-ouest, là le président a gagné. Est-ce qu'il faut tout de suite récompenser là-bas pour justement récompenser la ferveur militante? Vous savez, les mots ont leurs termes, et même les concepts. Quand vous dites gagner, vous faites allusion à quoi? Là où il est sorti premier, vainqueur. Non, vous dites que le président a gagné. Et il doit récompenser ceux qui l'ont fait gagner. Oui. Il faut encore définir la récompense. Nous sommes... Si vous regardez très bien le Cameroun, que je connais peut-être mieux que vous, d'abord il faut dire la vérité aux Camerounais. Et ça c'est le caillou dans la chaussure de la démocratie camerounaise. Le vote est communautaire. Le vote est communautaire. Ça veut dire que, d'abord, et je suis d'accord avec l'épistémologue, les gens parlent changement, changement, changement. Mais on ne vous dit pas que les gens ont peur du vide et du saut dans le vide. Les gens ont voté pour Biya en votant Issa Chiroma. C'est-à-dire quoi, Mais si vous voyez deux amis, non, je vous dis, Monsieur Chiroma est de la JBCR de Monsieur Biya. Le bon diable? Non, il est quelqu'un qui a accompagné Monsieur Biya. Comme les disciples ont accompagné Jésus-Christ. Voilà le bon terme, je l'ai écrit dans oui, un bien article. sûr, je suis avec vous. Un disciple à dissidence. Nous parlons de communication politique. Oui. C'est-à-dire qu'on nous voit avec M. Ebodé à la télévision depuis 5 ans. On sort d'ici, maintenant on dit choisissez-nous. Et puis on voit deux personnes qui ne sont jamais passées à la télé. On veut récompenser Ebodé, moi. Puisque dans la communication, on les voit chaque jour ensemble. Le peuple camerounais n'est pas encore mûr de façon globale à la chose politique, parce que les acteurs politiques expliquent mal la politique. C'est pour cela que l'Esprit vous a dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou on parle de remplacement ou on parle de changement. Donc on a pris dans la JBCR de ce qui devait être changé, on a pris deux entre eux. Ils ont pris à eux 85 ou 90%, je peux me tromper. Ils ont pris 90. Voilà. 90, ouais. Ça revient au score du RDPC quand M. Issa Chiroma était à l'intérieur. À l'intérieur. La deuxième chose, je vous ai dit, c'est que les acteurs sont les mêmes. De 92 à 2025, on enlève 2 ou 3 morts, je peux me tromper. Ouais. Le drame des acteurs, c'est qu'ils font de la même manière. Le syllogisme est le même, il ne change pas. Pour Cabral Libi, vous jugez la carpe à la capacité à monter sur un arbre. Monsieur Cabral Libi a encore 45 ans, 45 ans, puisqu'il va vivre comme Monsieur Paul Biya. Oui. Il est dans l'introduction à la chose politique. Moi, quand je fais une analyse sur ceux qui ont gagné, je ne parle pas de Cabral. Ou ceux qui ont perdu. Non, personne n'a perdu. Un type arrive pour la première fois, on le découvre 2 semaines après, il a 3% des Camerounais qui sont 38 millions. Il n'a pas perdu. C'est pas la première fois, il était là en 2018. Non, je ne parle pas de Cabral. Je vous ai dit que quelqu'un arrive 2 semaines après, vous pouvez me citer d'affilée les 12 noms. Là, vous êtes là. Mais les gens, sur les 38 millions de représentations, s'il a 10%, ça fait combien? Toi qui sais bien calculer. C'est pas 3 800 000. Il est venu pour s'introduire dans l'appareillage politique. En tout cas, je le prédispose d'une connaissance des choses comme mon frère à côté, c'est-à-dire qu'il connaît beaucoup de choses. Moi, si je décide d'être candidat à l'élection présidentielle aujourd'hui, c'est pas pour gagner M. Paul Biya. Parce que j'étudie le landerneau politique Cameroun depuis 42 ans. Je sais que quand Paul Biya est là, c'est difficile de le bousculer. C'est pour cela que les gens vont toujours chercher dans la maison de Paul Biya pour avoir la conscience tranquille. Oui. À cela s'ajoute, je vous ai dit, le vote communautaire. Alors, je vous arrête un moment, patriarche. Donc, vous voulez nous faire comprendre que sur les 11, en notant le candidat Paul Biya, il n'y a personne qui ne soit pas de sa maison, vers qui les gens pouvaient se tourner. Tous là sont affiliés, apparentés, affidés, RDPC. Je cherche événement parmi les 12, celui qui a fait autant de temps avec le régime. Vous en connaissez? Non. Il n'y a que Issa Chiroma. Bello Bouba aussi. Non, mais Bello Bouba n'est pas allé pour gagner l'élection. Même Chiroma n'était pas allé pour gagner l'élection. Je vous dis, les 11 ne sont pas allés pour gagner l'élection. La conjoncture a seulement fait. La preuve que le regard hagard
de celui qui... Il y a des gens qui sont devenus deuxième avec 0,2%. Ils chantaient dans tous les toits. Quelqu'un a 35%, il a le regard à gare, il est perdu. Ça veut dire qu'il ne s'attendait pas à ça. Il y a un ministre, je crois, Gargaman a dit. Des gens assez conséquents qui vous ont dit avec le feu ministre Amadou Ali. Oui. Je ne sais pas pourquoi vous n'aidez pas les Camerounais à comprendre la politique. Ils vous ont dit tant que le type est là, il nous bat tous. Garga dit que même c'est Sivière. Il nous bat tous. Maintenant, les gens profitent de l'émulsion démocratique parce qu'il y aura un moment où M. Biya va quitter la scène. Et il ne faut pas que c'est à ce moment-là que vous voulez vous laver parce qu'il pleut. Donc, politiquement, un enfant comme Cabral, il y a l'autre, il y a encore 3 ou 4 autres là. Voilà. Moi, je les félicite parce que à chaque émulsion populaire où il n'y a pas trop d'entraves communicationnelles, ils s'y engouffrent pour que leur nom reste gravé dans la mémoire du futur. Je ne sais pas pourquoi vous dites aux Camerounais que dès que quelqu'un dit qu'il se présente à l'élection, ça veut dire qu'il va gagner. Il peut venir pour un objectif de long terme. Et je place cela dans le long terme. En revanche, en 2018, qui a failli être le bis repetita de 1992, il avait manqué cette mise en commun de l'imposture cognitive et de l'hypocrisie collective. Si vous voulez, j'explique terre à terre. Rapidement, Patriarche. Voilà. Ce qui s'est passé en 92, vous avez dû remarquer qu'il y avait un vote extrêmement communautaire. En 2018, le monsieur qui est parti a oublié d'atteler à sa maturation politique les autres actants. Et il s'est donc rendu compte en 2025 qu'il peut le faire, mais pas dans le sens de faire gagner M. Issa Tchourouma Bakari, mais de rester dans le subconscient. De 2018 à 2025, je vous l'ai reproché, si vous les médias. Vous mettiez un seul parti politique en face du RDPC de 2018 à 2025. Ça peut expliquer pourquoi, même si vous avez un attrait vis-à-vis de l'opinion, la communication politique étant la mère des batailles dans une élection moderne, vous ne parliez pas de Yodi, vous ne parlez pas de Kaba, sauf quand vous avez les mots que j'ai entendus sur ce plateau. Mais il y avait des télévisions ici, comme vous disiez, que si vous prononcez en mal le nom de tel, vous n'entrez plus dans cette télévision. C'est construit. Oui. C'est construit. Maintenant, nous sommes dans un pays où on a quand même 2 ou 3 grandes crises. Et que les gens ont le même langage qu'ils ont utilisé à la première crise en 90, 91, 92. Comme il vous a dit. La maison de votants sûrs, c'est généralement les mamans et les gens adultes qui savent ce que c'est qu'un intérêt à une élection. Le reste, c'est la mode. C'est comme ça, vous appelez ça, monsieur le mode ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que quelqu'un vient avant qu'on ne se ressaisisse. Nous avons une crise dans le nord-ouest, sud-ouest. Quel était le langage utilisé par ces gens pendant cette crise? C'était un langage nihiliste. Vous croyez que le Cameroun oublie? On a eu une crise dans le nord, on a eu une crise dans l'extrême, je ne sais pas si c'est déjà fini. Quel était le langage utilisé par les gens de 90, 91, 92? Ça peut faire, en y ajoutant le fait que, si vous voulez vraiment le changement, à 2 reprises, ça a été démontré que si vous mettez ensemble, vous pouvez bousculer quelque chose. Et vous avez vu que celle qui a le plus donné à voir à comprendre que quand on est ensemble, on peut faire quelque chose, 2 secondes après la proclamation des résultats, le donneur d'ordre s'est recroquevillé parce qu'il pense maintenant à l'élection législative et municipale qui, elle, normalement, techniquement, doit diviser même les gens qui étaient ensemble parce que c'est des élections de proximité. On en parle, doyen, le temps pour nous de faire une fleur à ceux qui nous écrivent de par le monde. Ils sont nombreux. Bonsoir le plateau. Je ne suis pas d'accord avec M. Essomba par rapport à la chute de Cabral, qui n'est pas le voyoutisme politique à l'Assemblée nationale. Le problème, Cabral, est juste la rivalité avec le candidat du MRC et du sabotage contre sa personne. Sous le prétexte qu'il est un pion du RDPC de M. Essomba. Poser la question de pourquoi pas Cabral, la réponse c'est un pion du régime. S'agissant de Tchourouma, on sait bien que c'est la solidarité Bamileke qui a fait ce score. Malheureusement, le message n'est pas signé. Veuillez signer vos messages. On aime bien savoir à qui nous avons affaire lorsque nous les relayons sur nos antennes. Bonsoir à tout le panel. Monsieur Etouke est de mauvaise foi, qui descend sur le terrain montrer qu'il est capable de faire autrement. La théorie sans pratique est vide. Le message aussi n'est pas signé. Bonsoir Monsieur Mbarga. Monsieur Bikoro fait de la démagogie. Ces explications ne répondent pas à votre question. Monsieur Bikoro, le président est victime du mécontentement populaire. Le prétendu donneur de consigne avait lui-même 14%. C'est pas suffisant pour justifier le score de Tchourouma.
La faute lourde que le monsieur épistémologue n'a pas vue, c'est la non-démission de la dame. Bon, c'est M. Ateba Nkwabang qui réagit à ce qui est dit sur ce plateau. Bonsoir le panel. Pour ma part, le président Paul Biya doit son score à l'homme et au mythe Paul Biya et non au RDPC. Ce parti est juste une association de profiteurs. D'ailleurs, même l'idéologie du président fondateur, combien d'entre eux la respectent? Notre candidat, autre que le président Biya, même 1%, ce dernier n'aurait pas eu. Concernant Chiroma, il a juste profité des frustrations et du mécontentement d'une frange de la population. Pour Kaba Libi, il est juste victime de ses propres dires et ses comportements parfois arrogants. Bref, les Camerounais ont besoin du changement. Mais pour beaucoup, l'homme Biya est encore le plus aimé de tous les politiciens, hormis le professeur Maurice Kamto, qui lui aussi a une masse critique fidèle. Arnaud de Bertois a réagi à ce qui est dit sur ce plateau. Bonsoir, la vraie politique débutera après Paul Biya. Merci pour la révélation. Bonsoir Monsieur Mbarga. Les scores de chaque candidat à cette élection présidentielle démontrent le niveau d'envoûtement collectif dont est victime le peuple camerounais depuis 40 ans. Sinon, M. Mbarga, comment comprendre que les Camerounais du changement se sont rendus aux urnes pour élire un candidat qui avait pour slogan le bon diable? Je ne parle pas du candidat du RDPC qui ne nous intéresse pas et on sait comment il fait pour avoir ses scores. Bah, vous savez, mais il faut nous dire. Bref, si nous étions dans un pays de culture politique, l'honorable Cabral Libi gagnait ces élections haut la main puisqu'il avait le meilleur programme politique bien détaillé. Les scores de chaque candidat à cette élection présidentielle. Merci. Bonsoir, Monsieur Baga. Les résultats des élections présidentielles 2025 sonnent comme une sanction de toute la classe politique, en dehors du candidat Chiroma qui était à sa première tentative. Le président Biya quitte de 71% à 53%. Le PCRN de 7 à 3%. Le SDF 1%. Bello 2%. UDC 1%. Et le reste 0,%. Franchement, le peuple est en colère contre toute la classe politique.